Lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. Lu et signé. Revenons à Marceau et à toute une famille que son nom protégeait contre Carrier même. C'était une réputation de républicanisme si pure que celle du jeune général, qu'un soupçon n'eût pas osé atteindre sa mère, ni ses sœurs. Voilà pourquoi l'une d'elles, jeune fille de 16 ans, comme étrangère à tout ce qui se passait autour d'elle, aimait et était aimée. Et la mère de Marceau, craintive comme une mère, voyant un second protecteur dans un époux, pressait, autant qu'elle le pouvait, un mariage qui était sur le point de s'accomplir, lorsque Marceau et la jeune Vendéenne arrivèrent à Nantes. Ce retour, en ce moment, fut une double joie. Blanche fut remise aux deux jeunes filles, qui devinrent ses amies en l'embrassant, car il y a un âge où chaque jeune fille croit trouver une amie éternelle dans l'amie qu'elle connaît depuis une heure. Elles sortirent ensemble. Une chose presque aussi importante qu'un mariage les occupait, une toilette de femme. Blanche ne devait pas conserver plus longtemps ses habits d'homme. Bientôt, elles la ramenèrent, parée de leur double toilette. Il avait fallu qu'elle mît la robe de l'une et le châle de l'autre. Folle jeune fille. Il est vrai qu'elle n'avait à elle trois que l'âge de la mère de Marceau, qui était encore belle. Lorsque Blanche entra, le jeune général fit quelques pas au-devant d'elle et s'arrêta, étonné. Sous son premier costume, il avait à peine remarqué sa beauté céleste et les grâces qu'elle avait reprises avec ses habits de femme. Elle avait tout fait, il est vrai, pour paraître jolie. Un instant, elle avait oublié devant une glace guerre, Vendée et carnage. C'est que l'âme la plus naïve a sa coquetterie lorsqu'elle commence à aimer et qu'elle veut plaire à celui qu'elle aime. Marceau voulut parler et ne put prononcer une parole. Blanche sourit et lui tendit la main, toute joyeuse, car elle vit qu'elle lui avait paru aussi belle qu'elle désirait le paraître. Le soir, le jeune fiancé de la sœur de Marceau vint. Et comme tout amour est égoïste, depuis l'amour propre jusqu'à l'amour maternel, il y eut une maison dans la ville de Nantes, une seule peut-être, où tout fut bonheur et joie, quand autour d'elle, tout était larmes et douleur. Oh, comme Blanche et Marceau se laissaient vivre de leur nouvelle vie, comme l'autre leur semblait loin derrière eux, c'était presque un rêve. Seulement, de temps en temps, le cœur de Blanche se serrait et des larmes jaillissaient de ses yeux. C'est que tout à coup, elle pensait à son père. Marceau la rassurait. Puis, pour la distraire, il lui racontait ses premières campagnes, comment le collégien était devenu soldat à 15 ans, officier à 17, colonel à 19, général à 21. Blanche la lui faisait répéter souvent. Car dans tout ce qu'il disait, il n'y avait pas un mot d'un autre amour. Et cependant, Marceau avait aimé de toutes les puissances de son âme. Il le croyait du moins. Puis bientôt, il avait été trompé, trahi. Le mépris, à grande peine, s'était fait place dans un cœur si jeune qu'il n'y avait que passion. Le sang qui brûlait ses veines s'était refroidi lentement. Une froideur mélancolique avait remplacé l'exaltation. Marceau, enfin, avant de connaître Blanche, n'était plus qu'un malade privé, par l'absence subite de la fièvre, de l'énergie et de la force qu'il ne devait qu'à sa seule présence. Eh bien, tous ces songes de bonheur, tous ces éléments d'une vie nouvelle,
tous ces prestiges de la jeunesse que Marceau croyait à jamais perdus pour lui, renaissaient dans un lointain encore vague, mais que cependant il pouvait atteindre un jour. Lui-même s'étonnait que le sourire revint quelquefois et sans sujet, passait sur ses lèvres. Il respirait à pleine poitrine et ne ressentait plus rien de cette difficulté de vivre qui, la veille encore, absorbait ses forces et lui faisait désirer une mort prochaine, comme la seule barrière qui ne puisse dépasser la douleur. Blanche, de son côté, entraînée d'abord vers Marceau par un sentiment naturel de reconnaissance, attribuait à ce sentiment les diverses émotions qui l'agitaient. N'était-il pas tout simple qu'elle désirât constamment la présence de l'homme qui lui avait sauvé la vie? Les paroles qui s'échappaient de sa bouche pouvaient-elles lui être indifférentes? Sa physionomie empreinte d'une mélancolie si profonde ne devait-elle pas éveiller la pitié? Et lorsqu'elle le voyait soupirer en la regardant, n'était-elle pas toujours prête à dire « Que puis-je faire pour vous, ami, pour vous, qui avez tant fait pour moi ?» C'est agité de ces divers sentiments, qui chaque jour acquéraient une force nouvelle, que Blanche et Marceau passèrent les premiers temps de leur séjour à Nantes. Enfin, l'époque fixée pour le mariage de la sœur du jeune général arriva. Parmi les bijoux qu'il avait fait venir pour elle, Marceau choisit une parure brillante et précieuse qu'il offrit à Blanche. Blanche la regarda d'abord avec sa coquetterie de jeune fille. Puis bientôt, elle referma l'écrin. « Les bijoux conviennent-ils à ma situation ?» dit-elle tristement. « Des bijoux à moi, tandis que mon père peut-être fuit de métairie en métairie, en mendiant un morceau de pain pour sa vie, une grange pour son asile, tandis que proscrite moi-même, non, que ma simplicité me cache à tous les yeux. Songez que je puis être reconnue. » Marceau la pressa vainement. Elle ne consentit à accepter qu'une rose rouge artificielle qui se trouvait parmi les parures. Les églises étaient fermées. Ce fut donc à l'hôtel de ville que se sanctionna le mariage. La cérémonie fut courte et triste. Les jeunes filles regrettaient le cœur orné de cierges et de fleurs, le dais suspendu sur la tête des jeunes époux, sous lequel s'échangent les rires de ceux qui le soutiennent, et la bénédiction du prêtre qui dit « Allez, enfants, et soyez heureux ». À la porte de l'hôtel de ville, une députation de mariniers attendait les mariés. Le grade de Marceau attirait à sa sœur cet hommage. Un de ces hommes, dont la figure ne lui paraissait pas inconnue, avait 2 bouquets. Il donna l'un à l'épouse. Puis, s'avançant vers Blanche, qui le regardait fixement, il lui présenta l'autre. « Tinguy, où est mon père ?» dit Blanche en pâlissant. « À Saint-Florent, » répondit le marinier. « Prenez ce bouquet, il y a dedans une lettre. Vive le roi et la bonne cause, mademoiselle Blanche. » Blanche voulut l'arrêter, lui parler, l'interroger. Il avait disparu. Marceau reconnut le guide, et malgré lui, il admirait le dévouement, l'adresse et l'audace de ce paysan. Blanche lut la lettre avec anxiété. Les Vendéens éprouvaient défaite sur défaite. Toute une population émigrait, reculant devant l'incendie et la famine. Le reste de la lettre était consacré à des remerciements à Marceau. Le marquis avait tout appris par la surveillance de Tinguy. Blanche était triste. Cette lettre l'avait rejetée au milieu des horreurs de la guerre. Elle s'appuyait sur le bras de Marceau plus que d'habitude. Elle lui parlait de plus près et d'une voix plus douce. Marceau l'aurait voulu plus triste encore, car plus la tristesse est profonde, plus il y a d'abandon. Et je l'ai déjà dit, il y a bien de l'égoïsme dans l'amour.
Pendant la cérémonie, un étranger qui avait, disait-il, des choses de la dernière importance à communiquer à Marceau, avait été introduit dans le salon. En y rentrant, Marceau, la tête penchée vers Blanche qui lui donnait le bras, ne l'aperçut point d'abord. Mais tout à coup, il sentit ce bras tressaillir. Il leva la tête. Blanche et lui étaient en face de Delmare. Le représentant du peuple s'approcha lentement, les yeux fixés sur Blanche, le rire sur les lèvres. Marceau, la sueur sur le front, le regardait s'avancer, comme Don Juan regarde la statue du commandeur. « Citoyenne, tu as un frère ?» Blanche balbutia et fut prête à se jeter dans les bras de Marceau. Delmare continua. « Si ma mémoire et ta ressemblance ne me trompent point, nous avons déjeuné ensemble à Cholet. Comment se fait-il que depuis cette époque, je ne l'ai pas revu dans les rangs de l'armée républicaine ?» Blanche sentait ses forces prêtes à l'abandonner. L'œil perçant de Delmare suivait les progrès de son trouble, et elle allait tomber sous ce regard lorsqu'il se détourna d'elle et se fixa sur Marceau. Alors, ce fut Delmare qui tressaillit à son tour. Le jeune général avait la main sur la garde de son épée, qu'il serrait convulsivement. La figure du représentant du peuple reprit aussitôt son expression habituelle. Il parut avoir totalement oublié ce qu'il venait de dire, et prenant Marceau par le bras, il l'entraîna dans l'embrasure de la fenêtre, l'entretint quelques instants de la situation actuelle de la Vendée et lui apprit qu'il était venu à Nantes pour se concerter avec Carrier sur les nouvelles mesures de rigueur qu'il était urgent de prendre à l'égard des révoltés. Il lui annonça que le général Dumas était rappelé à Paris. Et, le quittant bientôt, il passa avec un salut et un sourire devant le fauteuil où Blanche était tombée en quittant le bras de Marceau et où elle était restée froide et pâle. 2 heures après, Marceau reçut l'ordre de partir sans délai pour rejoindre l'armée de l'Ouest et y reprendre le commandement de sa brigade. Cet ordre subit et imprévu l'étonna. Il crut y voir quelque rapport avec la scène qui s'était passée un instant auparavant. Sa permission n'expirait que dans 15 jours. Il courut chez Delmare pour en obtenir quelques explications. Il était reparti aussitôt après son entrevue avec Carrier. Il fallait donc obéir. Balancer, c'était se perdre. À cette époque, les généraux étaient soumis au pouvoir des représentants du peuple envoyés par la Convention. Et si quelques revers furent causés par leur impéritie, plus d'une victoire aussi fut due à l'alternative constante où se trouvaient les chefs, de vaincre ou de porter leur tête sur l'échafaud. Marceau était près de Blanche lorsqu'il reçut cet ordre. Tout étourdi d'un coup aussi inattendu, il n'avait pas le courage de lui annoncer un départ qui la laissait seule et sans défense, au milieu d'une ville arrosée chaque jour du sang de ses compatriotes. Elle s'aperçut de son trouble, et son inquiétude surmontant sa timidité, elle s'approcha de lui avec le regard inquiet d'une femme aimée qui sait qu'elle a le droit d'interroger et qui interroge. Marceau lui présenta l'ordre qu'il venait de recevoir. Blanche y eut à peine jeté les yeux qu'elle comprit à quel danger le défaut d'obéissance exposait son protecteur. Son cœur se brisait, et cependant, elle trouva la force de l'engager à partir sans retard. Les femmes possèdent mieux que les hommes cette espèce de courage, parce que chez elles, il tient d'un côté à la pudeur. Marceau la regarda tristement. « Et vous aussi, Blanche, dit-il, vous ordonnez que je m'éloigne ?»« Au fait, ajouta-t-il en se levant, et comme se parlant à lui-même, qui pouvait me faire croire le contraire? Insensé que j'étais. Lorsque je songeais à ce départ,
J'avais quelquefois pensé qu'il lui coûterait des regrets et des pleurs. Il marchait à grands pas. Insensé. Des regrets, des pleurs. Comme si je ne lui étais pas indifférent. En se retournant, il se trouva en face de Blanche. 2 larmes roulaient sur les joues de la jeune fille muette, dont les soupirs saccadés soulevaient la poitrine. À son tour, Marceau sentit des pleurs dans ses yeux. « Oh, pardonnez-moi, lui dit-il. Pardonnez-moi, Blanche, mais je suis malheureux, et le malheur rend défiant. Près de vous, toujours ma vie semblait s'être mêlée à la vôtre. Comment séparer mes heures de vos heures, mes jours de vos jours? J'avais tout oublié. Je croyais à l'éternité ainsi. Oh, malheur, malheur, je rêvais et je m'éveille. Blanche, ajouta-t-il avec plus de calme, mais d'une voix plus triste. La guerre que nous faisons est cruelle et meurtrière. Il est possible que nous ne nous revoyions jamais. Il prit la main de Blanche qui sanglotait. Oh, promettez-moi que si je tombe frappée loin de vous, Blanche, j'ai toujours eu le pressentiment d'une vie courte. Promettez-moi que mon souvenir se présentera quelquefois à votre pensée, mon nom à votre bouche, ne fût-ce qu'en songe. Et moi, je vous promets, Blanche, que s'il y a entre ma vie et ma mort le temps de prononcer un nom, un seul, ce sera le vôtre. Blanche était suffoquée par les larmes, mais il y avait dans ses yeux 1000 promesses plus tendres que celles que Marceau exigeait. D'une main, elle serrait celle de Marceau, qui était à ses pieds, et de l'autre, elle lui montrait la rose rouge dont sa tête était parée. Toujours, toujours, balbutia-t-elle, et elle tomba évanouie. Les cris de Marceau attirèrent sa mère et ses sœurs. Ils croyaient Blanche morte. Ils se roulaient à ses pieds. Tout s'exagère en amour, crainte et espérance. Le soldat n'était qu'un enfant. Blanche rouvrit les yeux et rougit en voyant Marceau à ses pieds et sa famille autour de lui. « Il part, dit-elle, pour se battre contre mon père peut-être. Oh, épargnez mon père. Si mon père tombe entre vos mains, songez que sa mort me tuerait. » « Que voulez-vous de plus ?» ajouta-t-elle en baissant la voix. « Je n'ai pensé à mon père qu'après avoir pensé à vous. » Puis, rappelant aussitôt son courage, elle supplia Marceau de partir. Lui-même en comprenait la nécessité. Aussi ne résista-t-il pas davantage à ses prières et à celles de sa mère. Les ordres nécessaires à son départ furent donnés, et 1 heure après, il avait reçu les adieux de Blanche et de sa famille. Marceau suivait, pour quitter Blanche, la route qu'il avait parcourue avec elle. Il avançait sans presser ni ralentir le pas de son cheval. Et chaque localité lui rappelait quelques mots du récit de la jeune Vendéenne. Il repassait en quelque sorte par l'histoire qu'elle lui avait contée. Et le danger qu'elle courait, auquel il n'avait pas songé tant qu'il était près d'elle, lui paraissait bien plus grand maintenant qu'il l'avait quittée. Chaque mot de Delmare bruissait à ses oreilles. À chaque instant, il était prêt à arrêter son cheval, à retourner à Nantes. Et il lui fallut toute sa raison pour ne pas céder au besoin de la revoir. Si Marceau avait pu s'occuper d'autre chose que de ce qui se passait dans sa propre pensée, il aurait aperçu, à l'extrémité du chemin, et venant vers lui, un cavalier qui, après s'être arrêté un instant pour s'assurer qu'il ne se trompait pas, avait mis son cheval au galop pour le joindre, et il eût reconnu le général Dumas aussi vite qu'il en avait été reconnu lui-même. Les 2 amis sautèrent à bas de leurs chevaux et se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Au même instant, un homme,
les cheveux ruisselants de sueur, la figure ensanglantée, les habits déchirés, saute par-dessus une haie, roule plutôt qu'il ne descend le long du talus et vient tomber sans force et presque sans voix aux pieds des deux amis, en proférant cette seule parole « Arrêtez !» C'était Tinguy. « Arrêtez ? Qui ? Blanche ?» s'écria Marceau. Le paysan fit un geste affirmatif. Le malheureux ne pouvait plus parler. Il avait fait 5 lieues, toujours courant, à travers terres et haies, genêts et ajoncs. Peut-être eût-il pu courir encore 1 lieue, 2 lieues pour rejoindre Marceau. Mais l'ayant rejoint, il était tombé. Marceau le considérait, la bouche béante et l'œil stupide. « Arrêtez ! Blanche, arrêtez !» répétait-il continuellement, tandis que son ami appliquait sa gourde pleine de vin aux dents serrées du paysan. « Blanche, arrêtez ! Voilà donc dans quel but on m'éloignait. »« Alexandre !» s'écria-t-il en prenant la main de son ami et en le forçant à se relever. « Alexandre, je retourne à Nantes. Il faut m'y suivre, car ma vie, mon avenir, mon bonheur, tout est là. » Ses dents se froissaient avec violence. Tout son corps était agité d'un mouvement convulsif. Qu'il tremble, celui qui a osé porter la main sur Blanche. Sais-tu que je l'aimais de toutes les forces de mon âme, qu'il n'est plus pour moi d'existence possible sans elle, que je veux mourir ou la sauver? Oh fou! Oh insensé que je suis d'être partie! Blanche arrêtée! Et où a-t-elle été conduite? Tinguy, à qui cette question était adressée, commençait à revenir à lui. On voyait les veines de son front gonfler, comme si elles étaient prêtes à crever. Ses yeux étaient pleins de sang, et à peine, tant sa poitrine était oppressée et sifflante, put-il, à cette question faite pour la seconde fois, « Où a-t-elle été conduite ?» répondre « À la prison de Bouffay ». Ces mots étaient à peine prononcés que les deux amis reprenaient au galop le chemin de Nantes. À suivre. À suivre.